comment vivre avec l'effondrement en cours et à venir. L'effondrement, c'est un coup de poing qui soulève plein de questions et d'émotions. À quoi bon? Est-ce qu'on va s'entretuer? Pourquoi il y a autant de gens qui sont dans le déni? Comment vivre avec? Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions sur nos émotions face à l'effondrement avec le bouquin de Pablo Sterling et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Quand on découvre la notion d'effondrement, ça peut être assez difficile à vivre. Je te conseille la dernière vidéo que je te mets juste là, si tu l'as pas vue, pour comprendre ce que c'est l'effondrement d'abord. Une des questions qu'on se pose probablement tous, c'est « Et moi? Est-ce que je vais souffrir ou mourir plus tôt que prévu? Et les gens que j'aime ?» Pour commencer, on peut répondre à la question « Est-ce qu'on va tous s'entretuer dans une guerre sanglante civile entre voisins à la Walking Dead ?» La réponse courte, c'est « A priori, non ». Mais attention, selon le rapport du GIEC, il y a une grosse corrélation entre le dérèglement du climat et la violence. Le changement climatique augmente les risques de guerre civile et de violence entre groupes. Mais contrairement à nos croyances, en fait, en période de catastrophe, il y a beaucoup d'entraide. On croit que sans ordre, c'est le chaos, la panique, la loi du plus fort. Bah, pas forcément, non. Après une catastrophe, la plupart des humains, en fait, ils ont des réactions hyper sociables, hyper altruistes. Et en fait, c'est logique. La majorité des gens vont s'entraider et s'auto-organiser. Pourquoi? Parce que tu as un putain de besoin de sécurité à ce moment-là. Donc le premier truc que tu veux faire, c'est surtout ne pas répandre de la violence pour rester en sécurité. Donc le fait d'être dans des conditions extraordinaires fait ressortir des comportements extraordinaires. Si tu veux te préparer à une catastrophe, le meilleur truc à faire, c'est de tisser du lien social avec toi, d'être pote avec un max de monde. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut comparer une catastrophe ponctuelle, notamment par exemple un ouragan, à un ensemble de catastrophes répétées dans la durée et à grande échelle, comme dans le cas d'un ou de plusieurs effondrements? Probablement pas. Faut qu'il y ait cet effet de surprise de la catastrophe pour générer de l'altruisme et qu'on soit pas déjà habitué. Parce qu'en fait, en temps de guerre, dans des sociétés dites normales et pacifiques, il peut très vite y avoir des actes barbares qui s'installent assez rapidement. Du coup, est-ce que ça devient chacun pour sa gueule? Non plus. L'individualisme, c'est un luxe qu'on peut se payer que dans des sociétés ultra riches comme la nôtre, avec une énergie qui coûte peanuts. En cas d'effondrement, quand t'es vraiment dans la merde, tu peux pas t'en sortir tout seul en fait. T'as besoin d'entraide, t'as besoin de coopération pour subvenir aux besoins les uns des autres, pour mettre en commun et mutualiser. En cas d'effondrement, les individualistes en fait, ce seront les premiers à mourir. Et donc paradoxalement, selon les auteurs, on entrera bientôt dans l'ère de l'entraide. Parce que historiquement, les groupes qui coopèrent le plus sont ceux qui survivent le plus longtemps. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des morts? Oui. Et beaucoup. Par exemple, combien on sera à la fin du siècle? C'est un sujet tabou de poser cette question. Tout de suite, les gens vont croire que ça y est, tu veux faire comme en Chine avec la politique de l'enfant unique qui a mal tourné. Non. Selon l'ONU, on devrait être 9 milliards en 2050 et environ 11 milliards en 2100. Sauf que ça, c'est calculé à partir d'extrapolation comme s'il n'y avait pas d'effondrement en fait. Toutes choses égales par ailleurs. Donc ces chiffres se basent sur un modèle qui va probablement voler en éclats. Du coup, si à cause de plein de pénuries et de famines et de conflits, la démographie réduit énormément, on doit se poser cette question. Est-ce qu'on préfère être moins nombreux et consommer plus, ou plus nombreux mais plus pauvres et consommer moins? Parce que si on ne décide pas aujourd'hui collectivement qui va naître et combien surtout on a envie d'être sur cette terre, ça veut peut-être dire que dans quelques années on devra décider qui va mourir et comment. Et perso, je trouve ça encore pire. Si le sujet de faire des enfants ou pas dans un monde qui s'effondre t'intéresse, je te mets la vidéo qu'on a faite avec Professeur Feuillage où on creuse un peu le sujet. Mais ce débat, il est dur à avoir parce que la plupart des gens sont dans le déni. Alors pourquoi la plupart des gens ne croient pas à l'effondrement? Déjà parce que c'est quelque chose qu'on voit pas au quotidien, en tout cas pas dans les pays riches. C'est comme le réchauffement climatique. Nos cerveaux, ils sont super bien foutus pour capter un danger concret, imminent, visible. Il y a un loup qui se pointe dans ton appart, tu vas réagir vite. S'il y a un incendie, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui met un flingue sur ta tête, pareil, tu comprends que ta survie est en danger. Alors que là, c'est des choses qui se passent sur un temps très court à l'échelle de l'humanité. C'est pour ça qu'on a ce fantasme que l'effondrement, ça va arriver du jour au lendemain, alors que pas du tout. Sauf que du coup, ce temps très court à l'échelle de l'humanité, c'est quelques décennies, peut-être quelques siècles. Et du coup, c'est pas assez rapide pour créer un électrochoc chez nous. Globalement, on sait ce qui se passe, mais on n'y croit pas. Et du coup, c'est très différent. On n'a pas vraiment envie de savoir, on a envie des trucs qui confirment nos impressions, que tout va à peu près bien, que ce sera pour nos enfants, que c'est pas pour tout de suite, qu'on peut encore kiffer un peu. Donc attention, le déni c'est utile pour se protéger d'informations toxiques qu'on n'est pas capable d'encaisser. Mais c'est utile à court terme.
À long terme, on a tous un processus de deuil à faire. On doit faire le deuil d'une vision qu'on a du futur, d'une vision d'abondance, d'une vision du monde d'aujourd'hui mais en mieux. Non, en fait, le monde de demain, il sera pas comme aujourd'hui, ce sera pas non plus la fin du monde, mais ce sera vraiment différent. Comme notre propre mort, c'est un tabou dans notre société occidentale, on n'en parle pas, et ben la mort de notre civilisation, c'est un peu pareil, du coup c'est aussi tabou, on en a aussi peur, donc on n'en parle pas. Pour faire le deuil de cette civilisation et d'un futur d'abondance qu'elle propose, il y a 5 étapes, comme d'habitude dans le deuil: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Si t'es arrivé jusqu'ici, il y a des chances que tu crois à l'effondrement, et du coup il y a souvent 4 principales réactions face à l'effondrement en cours et à venir. La première, c'est d'être en mode bien fait. Ce monde, il est tellement pourri de toute manière. Tu te sens impuissant face aux problèmes du monde, du coup, tu es en colère et tu te dis bien fait pour leur gueule. Ok, mais du coup, est-ce que toi, tu considères que tu es en danger ou pas? Quid des survivants? Est-ce que tu en fais partie? La deuxième réaction, c'est de se dire à quoi bon en fait? Foutu pour foutu, autant qu'on en profite en fait. Donc soit dans ton coin avec une vie simple, soit ce qui est un peu plus pervers, en profiter au détriment des autres. Vas-y, je vais polluer un max de toute manière, je vais consommer, je m'en fous, le monde est foutu quoi. Bon, c'est pas ouf. La troisième, c'est les survivalistes, qu'on peut caricaturer évidemment en mode un peu chacun sa merde en fait. Je vais essayer d'être autonome le plus possible, tout seul, sans compter sur les autres. Donc ça peut être stocker de la bouffe, peut-être des armes, apprendre à purifier son eau, etc. Et la quatrième, c'est les transitionneurs. Se dire qu'on est tous dans le même bateau en fait, sur cette planète, qui prône principalement la non-violence. Et donc ça va être, ok, comment est-ce qu'on recrée des petits écosystèmes résilients avec des éco-villages, avec des ZAD, avec des jardins partagés, des incroyables comestibles, avec toutes les initiatives promues par Alternativa, avec plein de choses que je te mets en avant dans mes livres et sur cette chaîne depuis longtemps. Et je rajouterai une 5e catégorie, de la révolte, c'est-à-dire dénoncer les responsables de l'injustice sociale et climatique et agir contre ça, que ce soit avec les gilets jaunes, que ce soit avec la désobéissance civile. Bien sûr, tu peux avoir plusieurs réactions parmi ces 5 réactions. En fait, ça fait des décennies que nos élites ont choisi, en connaissance de cause, de développer une société qui n'est pas durable. Et donc, sans sursaut collectif, sans réveil citoyen, il y a moyen qu'on se retrouve à un niveau de vie plus précaire qu'au Moyen-Âge. Donc on a besoin de ce sursaut collectif. On a besoin de gens à la fois catastrophistes et à la fois optimistes, qui renoncent à la croissance et à la fois, bien sûr, au mythe de l'apocalypse. En termes d'énergie, un baril de pétrole, ça équivaut à 24 000 heures de travail humain, à 11 ans de travail, c'est beaucoup. Donc t'imagines bien que dans un monde avec peu de pétrole, on va vers une société qui va se démondialiser. On se dirige vers des vies plus simples, plus modeste et plus en accord avec la nature et ses limites. Pour te remonter le moral, je te conseille cette vidéo pour imaginer un avenir meilleur que notre présent avec Rob Hopkins qui a lancé le mouvement des villes en transition. Je vous aime, ciao!